Para Itabe Africa. Baramo Singila Mingi au peuple centrafricain. Bonjour à toi, à Berberati. Bonjour à toi, à Bangui. Bonjour à toi, à Mbaiki. Bonjour à toi, à Bossangoa. Bonjour à toi, à Bois. Bonjour à toi, à Beloko. Bonjour à toi, à Bossambele, à Bossamtele. Je vous salue. Voici notre deuxième conférence du jour, sous le titre Centrafrique. Menteur Ndiaye dans la tourmente face à l'émancipation en marche. Centrafrique. Menteur Ndiaye et sa MINUSCA dans la tourmente face à l'émancipation en marche. Partagez, protégez et commentez. Para Itabe Africa. Singila Mingi. Zapa Batamo. Partagez pendant que nous invitons nos amis. Bonjour à tous encore. Deuxième conférence du jour. Centrafrique. Menteur Ndiaye et sa MINUSCA dans la tourmente face à l'émancipation en marche. Bienvenue à tous. Bonjour à l'Afrique des libertés. Wanda Christo Medley. Il s'appelle Wanda Christo Medley. Wanda Christo Medley. Alama Banangem Kimange. Partagez cette émission, protégez cette émission. Véronique Tindo, je vous salue. Robert Ndjenchanomo, toutes mes amitiés à vous tous du côté du Canada, des États-Unis. Je vous salue, Philippe Bida Siombo, mes frères du Centrafrique, Beu des montagnes. Je vous salue, le Kémit. Ata mabege jojon ukoli lipe melobi sugon ye anyambe yon lipe mjong ata anyambe yon lipe mjong. Nous allons parler du Centrafrique. Ukoli lipe Melobi Subon, Anyambe, Yonli Pemjo. Dédicace au peuple centrafricain mobilisé hier à Bangui pour dire ces quatre vérités à Menteur Ndiaye
et à sa MINUSCA qu'on trouvait. Si tu étais hier à la manifestation à Bangui pour la dignité du Centrafrique et de l'Afrique, je te salue et je te félicite. Centrafricaines, Centrafricains mobilisés pour l'émancipation vraie de ce pays, de notre continent, je vous salue et je vous dédie cette conférence. À vous qui hier, au stade 20 000 places à Bangui, êtes sortis pour dire que vous demandez le respect de la liberté et de la dignité des Africains. Ukoli lipe, dingo mabon isi hiki la nyambe, yon lipe mjon. Lipe mjon ata, mabege jojo, yo. Ukoli lipe, melo bisugon ye, anyambe. Yon lipem John. Oh, Wanda Christo Medley, je peux t'écouter tous les jours. Tellement tu parles de manière succulente la langue de mon pays natal maternel. Tu parles la langue africaine Bassa, dans laquelle j'écris de la poésie, des pièces de théâtre et dans laquelle je fais encore des rêves. Yeah, Anyambe. Merci à toi Wanda Christo Medley. En cette mi-journée, il est exactement en France 14h43. Voici, comme promis, le deuxième acte de communication de cette journée chargée. Donc je vous dis qu'à 21h, elle aura son troisième acte consacré effectivement à la déchéance ivoirienne incarné par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est pour 21h. À 21h, nous allons revenir sur les révélations assommantes sur le parcours d'un grand escroc politique. La conférence de 21h s'intitulera Alassane Dramane Ouattara et Sasmala, la grande escroquerie politique révélée. Il y a des choses qui ne doivent pas échapper aux Africains en Côte d'Ivoire dans ce processus de libération. Mais pour le moment, nous parlons du Centrafrique. Et j'espère que ceux qui m'ont parfois fait l'objection, ah, pourquoi tu ne parles pas de ceci ou pourquoi tu ne parles pas de cela, eh bien, ont désormais pris l'habitude de constater que je parle de tout ce dont je veux parler. Parce que par définition, un intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et alors, sur ma terre natale d'Afrique, aucun sujet ne m'est interdit. Tout ce qu'il me faudrait, c'est du temps, de la disponibilité pour bien travailler les sujets avant de les aborder. Je me méfie beaucoup d'aborder les situations politiques pour lesquelles je n'ai pas une maîtrise suffisante. On n'a jamais une maîtrise totale d'un sujet, mais une maîtrise suffisante. Et donc, je prends le temps d'apprendre avant de me lancer. Et maintenant, quand je parle du Centrafrique, il y en a qui ont le sentiment que j'ai toujours parlé du Centrafrique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je n'en ai pas toujours parlé. J'en ai de temps en temps parlé, mais j'ai pris beaucoup de temps pour bien apprendre. Et quand vous avez bien appris, vous avez bien compris. Quand vous avez bien compris, là, vous pouvez aimer. Et ce que vous dites peut être aimé. Car tout ce qui est l'objet d'un apprentissage sérieux, d'une compréhension profonde, provoque un amour profond chez des personnes sincères. Et bien sûr, la haine des démons. Il n'y a de ce point de vue aucun doute. Quand vous déversez l'eau bénite du vrai, vous déclenchez deux réactions. Les amoureux du vrai se rassemblent avec vous et vous formez un seul corps. Un corps de combattants, de cherchants de la vérité. Et les ennemis du vrai, alors là, se mobilisent encore plus fortement contre vous et ils forment un corps d'ennemis de la vérité et de la justice. Et ils vous combattent comme tel. Il faut avoir conscience de la réalité de ce combat. Et ne jamais tomber dans l'illusion que ce combat est un combat provisoire. Non, c'est un combat permanent. C'est le combat même qui est le combat fondateur de la création. Toute la création est en lutte. Les forces dont nous avons parlé ce matin
dans la conférence sur le mépris de la vie, ces forces-là sont au travail en permanence. Et il appartient à chacun de faire triompher celle qu'il a choisie. Nous avons choisi les forces de vie et d'amour. Nous travaillons à la vérité et à la justice. Au cœur des communautés humaines, nous nous sommes insérés. Et de ce point de vue, tous les sujets nous intéressent. Tout ce qu'il nous faut que nous avons compris, eh bien, vous pouvez être sûr que nous allons en parler de telle façon que ceux qui aiment la vérité et la justice aiment ce que nous dirons. Eh bien, le sujet aujourd'hui, en cette mi-journée, c'est le Centrafrique. Et il y a un individu qui nous intéresse dans ce Centrafrique, c'est M. Mankeur Ndiaye, que les Africains appellent depuis un moment Menteur Ndiaye. Parce que c'est quelqu'un qui, non seulement a montré qu'il manquait de cœur pour l'Afrique, et pour le Centrafrique en particulier, où il séjourne, envoyé par les Nations Unies, mais en réalité par la France, mais c'est quelqu'un en plus qui, non seulement manquant de cœur pour l'Afrique, est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs menteurs de la diplomatie onusienne africaine de tous les temps. Et Dieu seul sait si l'Afrique a connu des diplomates de l'ONU au service du mensonge, depuis l'élimination des Lumumba jusqu'au dernier soubresaut de toutes les crises africaines. Abordions le sujet que nous abordions selon la méthode suivante. C'est-à-dire que nous allons commencer par parler un peu de l'ONU. Parce que parfois, les Africains entendent ONU, 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 mais peut-être que les Africains n'ont pas encore bien programmé cette organisation dans leur tête, de telle façon que toutes les structures qui ont rendu possible cette organisation rejaillissent quand on dit ONU. C'est important quand même qu'on restitue assez rapidement les structures et les grandes lignes de l'histoire de cette organisation, qui dans sa forme actuelle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est important que cette organisation, avec sa déclaration universelle de 1948, que cette organisation soit resituée, remise en perspective, pour que les Africains sachent bien à quoi s'en tenir quand ils entendent ONU. Et qu'on comprenne que parfois, malheureusement, certaines élites africaines ont eu la naïveté de croire qu'il suffisait de confier à l'ONU leur destin pour que la liberté pour laquelle eh bien, les Africains se battent soit garantie. C'est une erreur dont nous sommes prémunis. Au XXIe siècle, c'est terminé. On ne nous mentira plus, sauf si nous souhaitons nous faire mentir, parce que nous aurions été zombifiés. Donc, on va essayer de répondre à la question, qu'est-ce que l'ONU? L'ONU, c'est quoi? On va en parler. Ensuite, dans la deuxième partie de cette conférence, nous allons nous intéresser au double jeu de ce fonctionnaire de l'ONU. Intéresser à son double jeu. Et d'ailleurs, dans cette partie, nous allons lui donner la parole. Il va parler pendant 11 minutes. Il a donné une interview il y a quelques jours à la presse française, notamment sur France 24, sur la crise centrafricaine. Nous allons l'écouter. Parce que c'est très facile de tenter de dépasser quelqu'un sans passer par lui. Il faudrait qu'ensemble, nous l'écoutions. De telle façon que lorsque je vais décrypter son propos, personne ne dise qu'il n'avait pas d'abord entendu ce que le type a dit, et que chacun se rende compte de tout ce qui était caché derrière ce que le type dit. Et que par conséquent, ce type-là doit être regardé comme un modèle de ce que c'est qu'un menteur, un diplomate menteur. J'imagine une planète sur laquelle Mankeur Ndiaye serait associé avec les grands dictateurs africains. Ça donnerait la planète du faux. S'il y avait une planète comme ça, si on pouvait construire une planète comme ça, ou un pays, on les installerait tous dans ce pays-là. Ce serait Menteurland, l'empire du mensonge. Il serait en mensongerie. Et je suis sûr que ce type-là, de Mankeur Ndiaye, vivrait heureux avec Alassane Dramane Ouattara, Paul Biya, Idriss Déby. Il serait très heureux avec Sassou Nguesso. Il serait très heureux avec Alpha Condé, toute cette bande de truands. Nyasingbe, toute cette bande de truands qui retardent l'Afrique.
Il retarde l'Afrique. Pourquoi? Pour une histoire de voiture, pour une histoire de billets de banque, pour une histoire d'honneur, de tapis rouge sur lequel il leur faut absolument marcher jusqu'au dernier jour de leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils retardent l'Afrique, ces gens-là? Ils retardent l'Afrique pour des quantités. Ce sont des serviteurs de mammon, c'est-à-dire des serviteurs de la matière. Leur vie n'a de sens que par des quantités qu'ils possèdent. Donc, pour eux, il faut avoir des quantités d'argent, il faut avoir des quantités de maisons, il faut avoir des quantités de voitures, il faut avoir des quantités de tapis rouges, il faut avoir peut-être des quantités de femmes, il faut avoir des quantités d'hommes. Leur vie est totalement dédiée au prince de la quantité, au principe de la quantité, qui est en fait l'anti-principe. Là, c'est l'envers de la réalité. Ce sont des gens qui sont orientés à l'envers, des êtres inversés. Mankeur Ndiaye vivrait très bien, et vous allez vous en rendre compte, il vivrait heureux en mensongologie. Il vivrait heureux au Liarland, au pays où le mensonge est roi. Ce monsieur-là serait très à l'aise. C'est pour ça que les Centrafricains et les Africains ont vite compris que cet homme-là manquait de cœur. Et son nom nous permettant de faire ce travail onomatopéique, nous entendons, quand nous entendons Mankeur Ndiaye, nous entendons manque de cœur, mais nous entendons aussi menteur, malheureusement. Ce qui n'a rien de flétrissant pour tous les autres qui s'appellent manqueurs et qui ne sont ni des gens qui manquent de cœur, ni des gens qui manquent d'amour de la vérité. Et malheureusement, il y a des gens qui prennent un nom et qui commencent à le gâter. C'est toujours très triste. Quand nous parlons par exemple d'Alassane Draman Ouattara, heureusement que nous nous souvenons que nous avons des frères et des amis qui s'appellent Ouattara. C'est terrible. Quand quelqu'un qui a le même nom que vous gâte le nom, c'est dur de vivre. C'est pour ça qu'il y a... C'est terrible, hein? Je voudrais ici d'abord avoir de la compassion pour tous ceux qui s'appellent aussi manqueurs, mais qui ont pourtant du cœur. Et qui malheureusement peuvent se sentir mal à l'aise quand on travaille sur les correspondances onomatopéiques, poétiques, rhétoriques, stylistiques entre le manque de cœur, entre le menteur, qu'est ce dirigeant de la MINUSCA, et effectivement le bruit, le son de son nom. C'est très dur. C'est pour ça que vraiment je sais pas, une mère ou un père qui mettrait actuellement au monde un enfant et qui l'appelle Hitler, ce n'est pas une plaisanterie, ça. Il y a des noms sur lesquels on ne peut plus plaisanter. Tu ne peux plus t'amuser à donner ce nom à ton enfant. Même si tous les Hitler n'étaient pas des dictateurs, des sanguinaires, c'est dur. Bon, regardez le Cameroun aujourd'hui. Vous pensez que ça va être facile de s'appeler Biya? Ça ne va pas être facile, hein? Après 42 ans, plus de 40 ans de destruction infligée par un personnage qui s'appelle comme ça ne va pas être facile. Donc, je voudrais avoir de la compassion pour ceux dont le nom se trouve malheureusement accroché à des personnages aussi nuisibles. Et je voudrais inviter les uns et les autres à ne pas confondre tous ceux qui ont un nom avec tout le mal qui a été fait par ceux qui auraient ce nom. Parce que finalement, les noms sont communs, même quand ce sont des noms personnels, ce sont des noms communs. Mais ce qui n'est pas commun, c'est le destin des âmes. Mankeur Ndiaye, son âme à lui, a un destin qui n'a rien à voir avec le destin des âmes de tous ceux qui s'appellent Ndiaye ou de tous ceux qui s'appellent Mankeur. Mais lui, il a une âme destinée probablement au manque de cœur et au statut de menteur. Nous allons lui donner la parole, ensuite nous allons montrer comment il ment. Et nous allons montrer comment il a été pris au piège, pris la main dans le sac du mensonge par la haute diplomatie centrafricaine et par l'intelligence diplomatique centrafricaine. En particulier, le conseiller spécial chargé de la sécurité du président centrafricain, M. Valéry Zakharov, est allé prendre Mankeur Ndiaye la main dans le sac du mensonge. Il l'a trouvé en train de mentir. Il lui a dit, stop, halte là, vous ne passerez pas. Et il l'a livré. D'une manière spectaculaire. Je vous ai dit que les Russes ne sont pas des abonnés de la langue de bois, dans laquelle beaucoup de francophones grandissent en raison de l'influence française. Non, les Russes sont plutôt des abonnés à ce qu'on appelle
l'aphorisme, c'est-à-dire ils vont droit, ils parlent comme les Japonais dans les haïkus. Ils disent la vérité, leur vérité, la leur, mais ils la disent très nettement, sans fioriture. Ils ne s'embarrassent pas de dissertation quand ils ont quelque chose à dire. Et c'est ce que Zakharov a infligé comme camouflet à Mankeur Ndiaye. Et en fait, Zakharov, en faisant cette sortie contre Mankeur Ndiaye, qui a été relayée d'ailleurs par des membres du gouvernement, il y avait des membres du gouvernement centrafricain hier à la marche, à la manifestation au stade 20 000 places, qui ont réitéré ce qu'a dit le conseiller spécial du président Touadéra, Valéry Zakharov. Ils l'ont réitéré. Bon, donc, on va se rendre compte que Mankeur Ndiaye est vraiment l'incarnation de l'impasse dans laquelle la diplomatie de la France-Afrique est rentrée. Cette diplomatie est entrée dans une impasse. Le plan qu'ils avaient prévu pour confisquer le Centrafrique et le maintenir à la disposition de l'économie et de l'industrie française, ce plan est en train d'aller à l'eau. Et puis, troisième élément important de notre conférence et troisième partie, nous allons parler de l'éveil du peuple centrafricain. Parce que je voudrais vraiment saluer le peuple centrafricain, dont des franges entières de la société civile sont éveillées, suivent l'évolution de l'actualité politique et prennent leurs responsabilités pour faire entendre la voix du peuple. Ce qui permet de maintenir le gouvernement en vigilance et aussi montrer à l'Afrique et au monde entier qu'il y a un peuple qui sait de quel côté se trouvent ses intérêts et qui veut résolument marcher vers ceux-ci. Je montrerai que le peuple centrafricain doit prendre conscience qu'il a 3 objectifs à atteindre s'il veut se développer lui-même. 3 objectifs. Et j'en parlerai dans la dernière partie de cette conférence. Voilà les matières détaillées de cette conférence, annoncées ainsi dans ce mot d'introduction. La conférence, je le rappelle, est dédiée au peuple centrafricain, qui hier m'a fait un plaisir énorme. Quand j'ai vu les images des Centrafricains et leurs pancartes à Bangui, montrant qu'ils ont compris l'essence néocoloniale du système onusien contrôlé par la France en Centrafrique. Quel bonheur, quelle joie pour l'éveilleur de conscience, pour le serviteur des pains spirituels de la liberté, des Africains que je suis. De me dire, ah oui, là-bas il y a un peuple. Il y a un peuple qui s'éveille. Il y a un peuple qui comprend la sauce à laquelle on l'a mangé depuis des siècles. Et qui dit, moins, zokwezo. Le fer va désormais soigner le fer, car l'homme est égal à l'homme. L'homme vaut l'homme. Avec ces 2 principes forts, un principe matériel, le principe de la lutte, un principe spirituel, le principe de l'égalité dans la dignité humaine, le peuple centrafricain est en train d'accomplir sous nos yeux des miracles que nous ne rêvions pas, que certains d'entre nous ne rêvaient même pas de voir de leur vivant. Comment ce peuple-là, jeté dans la poussière, écrasé au cœur de l'Afrique, ce peuple présenté comme l'un des plus pauvres au monde, comment peut-il être le lieu à partir duquel se produit la défaite intellectuelle, géostratégique, et bientôt la défaite économique, la défaite militaire de la France-Afrique? Qui aurait pu croire que c'est là-bas, la pierre que les bâtisseurs du temple de la liberté des Africains avaient rejetée, le Centrafrique est devenu la pierre angulaire de l'émancipation de l'Afrique francophone. Qui l'aurait cru? Moi, je l'avais vu. Et je l'ai dit longtemps avant. Beaucoup de Centrafricains en doutaient même encore quand je le disais. Que c'est là où on n'attend pas l'adversité qu'elle va se produire. Et que ce sont ceux qu'on néglige le plus, ceux qu'on a le plus méprisés, ceux qu'on regarde comme le croupion de l'Afrique francophone. Ce sont eux que l'histoire, les mannes ancestrales africaines, la maths, la vérité justice africaine, nos ancêtres angélisés et Dieu le Tout-Puissant choisissent pour montrer la route. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Il sera plus difficile à un riche et à un puissant d'entrer dans le royaume du ciel, disent les judéo-chrétiens, qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Et oui, voici le petit menu peuple centrafricain que certains prenaient en ça ne fait rien.
Et maintenant, le Cameroun, le peuple camerounais contemple le peuple centrafricain avec jalousie et envie. Ouais, dis donc. Ah, le peuple gabonais. Ils disent, mais dis donc, ah, dis donc, au lieu de passer le temps à boire le moufakou, ça serait peut-être temps. Le peuple congolais, traumatisé par 40 ans de sassouisme, et il dit, ah, mais dis donc, les Centrafricains. Je vois les Ivoiriens tourner vers les Centrafricains. Je vois les Tchadiens, le peuple tchadien, être très amoureux de son pays frère centrafricain. Il ne faut pas confondre le peuple tchadien et le gouvernement tchadien. Ah non, non, les Tchadiens, ils aiment beaucoup ce que les Centrafricains sont en train de faire. Ça leur plaît trop. Moi, je discute avec les Tchadiens. Des Tchadiens m'écrivent. Vous me dites, professeur, ce que vous faites aux côtés de nos frères centrafricains, ça nous intéresse. Faites aussi ça avec nous. C'est tout ça qui est bon. Les Nigériens, le Niger contemple le Centrafrique. Le peuple nigérien dit, on sait bien, hein? Oh là là, le mathématicien, géopoliticien, toi déjà. Les Ivoiriens ont découvert la tragédie centrafricaine, la lutte centrafricaine. Elle passionne les gens à Abidjan. Oui, les conférences là que vous voyez là sont suivies par toutes les Afriques. Toutes les diasporas s'intéressent à ce qui se passe au Centrafrique. Vous pensez pourquoi? Parce que ça les intéresse. Parce que les gens voient bien que ce que les Centrafricains sont en train d'esquisser, ce que le gouvernement centrafricain a sorti comme démarcation, ah bon, c'est exactement ce qu'il faut pour sortir de ce monstre colonial, néocolonial français. Ah oui, il y en a qui disent, j'ai entendu mes amis ivoiriens, mes frères ivoiriens, les sœurs disent, si le président Babo avait su, c'est comme ça qu'il devait faire. Oui, 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 et je fais partie de ceux qui disaient ça à l'époque. Quand le président Babo arrive au pouvoir en 2000, moi je dis, bon, le président Babo n'a pas d'autre chance de durer au pouvoir en Côte d'Ivoire s'il ne rompt pas avec la France. J'ai écrit ça, vous pouvez retrouver. La France politique, il ne faut pas en dépendre. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire ami-ami avec des gens qui vous considèrent comme des vassaux. Non, dès que vous prenez, vous commencez tout de suite à chercher un multilatéralisme, à vous appuyer sur d'autres. Vous sortez de leur monnaie. Vous demandez à leurs militaires de partir. Dès que vous arrivez au pouvoir, il faut déjà que leurs militaires s'en aillent. Il ne faut même pas qu'ils s'installent. Vous organisez votre peuple et votre armée pour être prêts à faire face à des coups d'État qu'ils vont organiser. Il ne faut pas attendre avec cela. C'est ce que les Centrafricains. Le petit. Les gens prennent les Centrafricains pour... Mais de rien du tout. Est-ce qu'on ne connaît pas les mots utilisés par les Camerounais pour décrire le Centrafricain? Comme ils avaient un gouvernement qui vient à demander des crédits à Yaoundé pour payer ses fonctionnaires. Après, ils s'en vont à Libreville. Ouais, papa Bongo. Oui, c'est comme ça que les Patassés devaient faire pour payer les salaires. Oui. C'est comme ça que les Samba Panza devaient faire. Ils doivent venir à Yaoundé. Ouais, monsieur le président Biya, si vous pouvez nous faire même une avance de 20 milliards, on va d'abord payer les fonctionnaires en attendant que Paris veuille bien ouvrir, nous donner quelque chose dans le compte d'opération. Voilà, c'était ça le travail des présidents centrafricains. Hein? Négocier le paiement de leurs fonctionnaires à la fin du mois auprès des représentants de la France en Afrique centrale ou aller venir à Paris. Touadéra est venu. Le président Touadéra est venu avec le marteau de Carnou et il a tapé. Terminé. C'est fini. Nous allons construire notre propre autonomie. Oui. Voilà pourquoi le Centrafrique intéresse tout le monde maintenant. C'est pas parce que les gens aiment trop le Centrafrique. Non, les gens s'aiment beaucoup. Quelle que soit la partie de l'Afrique dans laquelle tu es, si tu t'aimes, tu vas aimer ce qui se passe en Centrafrique. Donc, c'est même dans l'intérêt bien compris des Africains que les Centrafricains réussissent. Vous comprenez ce que je veux dire? J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que les gens n'ont pas compris que leur intérêt personnel particulier passe par le respect de l'intérêt général. En Afrique, on a tenté souvent de se sauver tout seul. Ne comprenons pas que en aidant les autres à se sauver, on se sauve soi-même. Oui, c'est une loi universelle, c'est l'une des lois. C'est l'une des lois universelles. Des lois universelles que pour recevoir, il faut beaucoup plus donner. Quand on reçoit plus en donnant plus, ce n'est pas en attendant pour prendre. C'est en donnant plus que tu reçois plus. Parce que si toi-même tu t'efforces d'être suffisamment créateur, il y aura abondance.
Et ça, c'est intéressant. Et voilà le Centrafrique transformé sous nos yeux. Le regard des Africains sur ce pays perdu, croyait-on, au cœur de l'Afrique. Ce regard a changé. Les Africains sont devenus maintenant abonnés aux informations centrafricaines. Les Africains guérissent psychologiquement de tout ce qui arrive de bon en Centrafrique. Parce qu'ils savent que le Centrafrique est devenu le terrain où se manifestent les signes annonciateurs de la libération des autres pays d'Afrique francophone. Le Centrafrique est devenu donc le tableau sur lequel les Africains regardent en disant « Ah, c'est arrivé là-bas. » Donc si c'est arrivé là-bas, pour nous, ça peut arriver. Oui, c'est devenu le tableau magique de la libération de l'Afrique. Il est au-dessus du Centrafrique. Bon, mais commençons la première partie. Je vous ai fait une longue introduction, parce que je voulais vraiment d'abord vous faire comprendre à quel point analyser l'actualité politique de ce pays est important. Mais l'ONU, c'est quoi? Organisation des Nations Unies. C'est ça le sigle, n'est-ce pas? Mais cette organisation a été créée par qui? J'ai le bonheur de vous informer, si vous ne le saviez pas, que l'Organisation des Nations Unies n'a pas été créée avec la participation active des nations africaines. Certes, il y avait quelques pays africains qui n'ont pas été colonisés, comme l'Éthiopie, et qui vont être indirectement, de loin, associés au début du XXe siècle à la création de la Société des Nations. Il y a d'abord la Société des Nations. Et ensuite, c'est cette Société des Nations créée dans la première moitié du XXe siècle qui va se transformer, après la Deuxième Guerre mondiale, en Organisation des Nations Unies. Bon, la SDN a été créée par qui? Elle a été créée par les puissances coloniales qui se sont partagées le monde en 1884-1885. Je recommence. La Société des Nations a été créée par les puissances coloniales qui se sont partagées le monde à Berlin en 1884-1885. C'est-à-dire que la Société des Nations, c'est une répartition des zones d'influence de la Terre par les puissances impériales, principalement les puissances occidentales. Ce sont elles qui ont créé la Société des Nations. Ce ne sont pas les Africains. Aucune nation africaine n'a participé à la création de la Société des Nations. Or, c'est la Société des Nations, la SDN, qui non seulement a réparti les zones d'influence des grandes puissances occidentales sur l'Afrique, et c'est de là qu'on vous parle de Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique germanique, Afrique lusophone, Afrique hispanophone. Tout cela a été décidé à partir notamment de 1884-1885 dans le dos des Africains. C'est cette Société des Nations qui va créer à son tour une réorganisation de son schéma qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qui impose l'architecture de la Société des Nations à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale? Quelle question? Ce sont ceux qui ont gagné, non? Comme on dit chez moi à Douala. Ouais, dis donc. Ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale ont donc construit l'ONU. À partir de la fin de la guerre en 1945, ils vont signer les accords de Yalta. À partir de là, ils vont jusqu'en 1946 et jusqu'en 1948, ils font tous les textes de leur organisation des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que nous, on était dedans? Non, il faut qu'on explique ça tranquillement à Bangui, à Douala, à Abidjan, à Dakar, à Durban. Il faut qu'on l'explique en N'Djamena, à Cotonou, à Lomé. Nous n'avons pas créé l'ONU. Nous, Africains, on ne nous a pas demandé. On ne nous a jamais demandé ce que nous... Non. L'ONU a été créée par ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Qui sont-ils? Ils sont 5 grandes puissances. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ça s'appelait URSS. Ça donne aujourd'hui la Fédération de Russie. Et puis la Chine. Voilà. Bon, Tikendia, dans un moment de lucidité, vous a chanté « Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. » C'est de cela qu'il parlait. Il y a eu 2 grands partages. 1884-1885 à Berlin en Allemagne, on ne nous a pas invités. Nos ancêtres ne furent point invités.
Aucune puissance africaine ne fut même interrogée sur le tracé des frontières du continent. Ils se partageaient le monde, y compris l'Afrique. Et ils recommençaient. Quand ils lancèrent leur Société des Nations, ils nous mirent pour les uns sous tutelle, pour d'autres sous colonie, sans avoir demandé à quelqu'un. C'était décidé par eux. Là un protectorat, là une colonie, là un dominion. Et quand ils ont refait la Seconde Guerre mondiale entre eux, et que leur rapport de force s'est réajusté, ils se sont encore assis à Yalta. Ils ont réorganisé tout ça. Et ils ont créé ce que De Gaulle lui-même devait appeler un grand machin. C'est De Gaulle qui a appelé l'ONU, c'est pas moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui suis à l'origine de l'expression. Ils ont créé un grand machin qu'ils ont appelé Organisation des Nations Unies. Ils ne nous ont pas demandé. D'autant plus que les Africains étaient subalternes des puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'Afrique francophone n'avait rien à dire. Et jusqu'aujourd'hui, l'Afrique francophone n'a rien à dire à l'ONU. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique francophone et l'Afrique en général n'a rien à dire à l'ONU. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un statut des grandes puissances issues de la Deuxième Guerre mondiale qu'on appelle le statut de penholder. 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 En anglais, pen veut dire le stylo. To hold, en anglais, veut dire tenir. To hold the pen, ça veut dire celui qui tient le stylo. Donc, en fonction de la partie du monde dans laquelle vous êtes né, où nous sommes nés, nous appartenons à une puissance qui est le penholder. Donc, par exemple, la Fédération de Russie est le penholder de tout ce qu'on a appelé les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes. L'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est pour ça que quand quelqu'un vient parler de l'Ukraine, la Russie gronde. Parce que dans le partage du monde de Yalta, l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. Normalement, Washington, Paris, Londres n'ont rien à dire. Selon les arrangements de Yalta, passés avec Staline. Donc quand vous venez vous amuser en Biélorussie, en Ukraine, vous êtes en train de provoquer les Russes. Parce que ça, c'est leur zone d'influence. Pareillement, lorsque vous allez vous amuser à Hong Kong, à Singapour, ça c'est pour énerver les Chinois. Parce que ça c'est la zone d'influence des Chinois. Si vous allez vous amuser en Corée du Nord, vous provoquez les Chinois. Parce que la Corée du Nord fait partie de la zone d'influence chinoise. Si vous allez vous amuser au Tibet, c'est pour énerver les Chinois. Les Chinois n'aiment pas ça. Parce que quand il y a eu le partage des zones d'influence, on leur a donné cette zone-là. Il y a eu d'accord que c'est eux. Si vous vous amusez un peu trop au Vietnam, au Cambodge, si vous vous amusez un peu trop en Birmanie, vous énervez les Chinois. Parce que vous êtes dans leur zone. Et alors la France, qui grâce au colonialisme, à la traite des Noirs, est l'un des États présents sur tous les continents. Oui, il y a la France en Amérique latine, je vous rappelle. Hein. La Guyane, c'est la France, non? La France est en Amérique latine. Attention, la France est au Moyen-Orient. La France est... Il y a des enclaves françaises partout. Hein? La France est dans l'océan Indien. L'île de la Réunion, c'est la France. Attention. L'île de Mayotte, dans l'océan Indien, c'est la France. Attention, la France est partout. La France est jusqu'en Inde là-bas, à Pondichéry. La France est là-bas. La France est jusqu'en Polynésie. On parle de Polynésie française. Mais c'est un État mondial. Grâce à la traite des êtres humains et grâce à la colonisation. La culture française ne s'est pas exportée à travers le monde comme ça gentiment. Ce ne sont pas des romans. Ce ne sont pas des romans qui ont, je ne sais pas, ce ne sont pas des romans qui ont convaincu le reste du monde d'adopter la culture française. Non! C'est une puissance négrière, c'est une puissance coloniale, impériale, qui, grâce à cela, est devenue une puissance multicontinentale. Donc, ce qu'on appelle par la suite la francophonie, tout ça là, c'est venu après. Avant, il y a eu un acte de conquête, de puissance, de brutalité. Un acte sauvage. C'est une puissance criminelle. Elle s'est construite sur des crimes. La destruction de civilisations entières. Oui.
en brûlant des temples, en brûlant des chefs traditionnels, des prêtres, en remplaçant les religions, en assimilant, en broyant. Oui, c'est comme ça que la France est devenue. En fait, la France est un État mondial. Oui, elle est un État mondial par la traite des Noirs, la traite humaine et par la colonisation. C'est comme ça qu'elle est devenue. Donc, je suis en train de vous parler de l'ONU. Qu'est-ce que c'est que l'ONU? L'Organisation des Nations Unies est l'organisation des grandes puissances plus ou moins unies. Je recommence. Nous sommes en 2021. L'Organisation des Nations Unies, ce n'est pas notre organisation à nous tous. Il y a les grandes puissances, celles qui détiennent, bien sûr, le pouvoir suprême au niveau du Conseil permanent de sécurité du pays. Il y a les grandes puissances. J'espère que vous continuez à me voir du côté de YouTube parce que moi, je n'ai pas de signal particulier négatif du côté de YouTube, donc je vais continuer. On me dit diffusion en cours. On me dit diffusion en cours, donc il n'y a pas de problème, je continue. Est-ce que vous pouvez m'écrire côté YouTube pour me dire si vous nous suivez toujours ou s'il y a un souci? Parce que je n'ai pas de retour au niveau des commentaires YouTube pour savoir si vous m'écoutez encore. Actualiser. J'actualise. J'actualise. Excusez-moi, j'essaye de m'assurer que... Alors, je vais mettre un petit message écrit à nos amis YouTube. Me suivez-vous? Écrivez-moi. Me suivez-vous? Hop. Me voyez-vous? Me lisez-vous? Parce que je n'ai plus de réaction de ce côté-là. Un instant, mes amis côté Facebook. Ok. Alors, je vais... Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer les amis côté YouTube parce que je n'ai pas de réaction de leur part. Je vais arrêter la vidéo côté YouTube et la relancer. De toutes les façons, nous sommes toujours dans la première partie. Et je vais conclure. J'arrête côté YouTube et je relance. Oui. Pour que l'interaction avec les uns et les autres soit entièrement OK. Ah, hop. Un instant, chers amis. Je vais simplement résoudre ici un petit souci technique en relançant nos amis sur la chaîne. Ok, ça nous prend 2-3 minutes, mais c'est pas plus grave, ça nous permet de raccrocher tout le monde à la conférence. Je ne sais pas exactement ce qui les a, si nous avons été l'objet d'une attaque. Ok, je fais ça. Ok. Un peu de bataille informatique avant de continuer notre exposé. Parce qu'on voit bien là que les forces hostiles travaillent. Les forces hostiles travaillent, mes amis. Partagez la conférence, protégez-la. Vous qui êtes sur, Facebook, continuez à partager la conférence et à la protéger pendant que je la relance du côté de nos amis sur YouTube.
où nous avons été l'objet, c'est plutôt rare, d'une attaque de piraterie. Nous allons la relancer. Nous allons la relancer. Hop, voilà. Très bien, hop. Très bien, et là, hop. Qu'est-ce que nous faisons? Nous passons au direct. Ok, hop. Allons là. Et hop. Très bien. C'est une belle bataille qu'on nous impose pour pouvoir poursuivre notre conférence. Hop. Ok. Voilà. Très bien. Je crois que j'ai pu relancer nos amis côté YouTube et je leur laisse le temps. Je leur laisse le temps d'arriver. Je leur laisse le temps d'arriver côté YouTube. Pour ceux qui ont été jusqu'ici empêchés. Très bien. Alors, autrement, nous continuons. Le temps que nous rejoignent nos amis côté YouTube à qui j'ai fait une relance. Ok, je vois que vous avez pu vous reconnecter. Merci de partager. J'étais dans la première partie de cette conférence lorsque nous avons été perturbés, probablement par une attaque de logiciels espions, à qui l'eau bénite ou les pains spirituels de la liberté font beaucoup de mal. Je suis tout à fait capable de comprendre que ça leur fasse beaucoup de mal, parce qu'il s'agit effectivement de déconstruire eh bien, tout le mensonge, toute la méchanceté, toute la ruse qu'ils ont bâti contre le peuple africain. Alors, là-dessus, maintenant, nous devons insister et pour conclure la première partie. Je rappelle que dans la première partie, j'étais simplement en train de montrer en quoi l'Organisation des Nations Unies n'est pas une organisation des Africains. Ce n'est pas une organisation inspirée par les Africains. Ce n'est pas une organisation qui, dès le départ, a respecté l'humanité africaine et les peuples africains. N'est-ce pas? C'est une organisation qui a été construite par les puissances du 19e siècle européen, lesquelles ont bâti la Société des Nations, et elle a été ensuite reconfigurée par les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945 à travers leur accord de Yalta, et c'est avec cela qu'ils sont allés vers la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a reconfiguré les idéaux de l'Organisation des Nations Unies. Mais l'Organisation des Nations Unies est d'abord une organisation des puissances. Ces puissances qui se sont partagées le monde en zones d'influence
continuent d'avoir ce qu'on a appelé le statut de penholder, détenteur du stylo. Ce sont les puissances qui imposent leur lecture du monde, en dernière analyse. Si ça c'est clair, les Africains savent que nous n'avons pas encore une organisation internationale. Les Africains savent que nous n'avons pas encore une organisation internationale dans laquelle les peuples africains, les pays africains et les puissances africaines soient pleinement reconnus au même titre que les autres. Soient pleinement reconnus au même titre que les autres. Quelqu'un me demande de recadrer la caméra. Je ne peux pas la recadrer mieux que ça. Très bien. Donc maintenant, nous allons aborder le cas de M. Mankeur Ndiaye. Le double jeu de Mankeur Ndiaye. En quoi consiste le double jeu de Mankeur Ndiaye? On ne peut pas parler du double jeu de Mankeur Ndiaye si on ne commence pas justement dans cette partie de notre conférence par lui donner la parole. Nous allons donner la parole à M. Mankeur Ndiaye. Il va parler pendant 11 minutes à peu près devant un journaliste officiel français, ce qui nous permettra d'appréhender, de saisir la gravité et la dangerosité de ce fonctionnaire international. Donc, la parole est à M. Mankeur Ndiaye. Nous allons lui donner la parole. Nous avons publié sur notre page Facebook sa dernière interview. Qu'est-ce qu'il dit, Mankeur Ndiaye? Je vous mets le baffle et on lui donne la parole. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mankeur Ndiaye, c'est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Centrafrique. C'est aussi le chef de la mission de l'ONU sur place, la MINUSCA. Merci d'être avec nous. Merci Marc. Vous êtes aussi ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, je tiens à le préciser. Alors, présidentielle très problématique. On a vu ce mouvement, enfin cette coalition de mouvements armés, la CPC, faire mouvement. On a l'impression que le pays est toujours au bord du précipice. C'est le cas? La situation s'est beaucoup améliorée, il faut le dire. Au mois de décembre, on était dans une situation extrêmement difficile. Au bord du précipice. Presque au bord du précipice, on peut le dire, parce que le président Bozizé a vu sa candidature être invalidée par la Cour constitutionnelle, et pour lui, participer aux élections était une question de vie ou de mort. Il s'est engagé dans la rébellion en lançant un mouvement qu'on appelle la coalition des patriotes centrafricains, en prenant langue avec les responsables des principaux groupes armés pour former cette coalition, avec l'objectif de tout faire pour empêcher la tenue des élections. Tout faire. C'était une entreprise criminelle pour vous? Tout à fait une entreprise criminelle, et la conséquence c'est qu'on a perdu des casques bleus. En un mois, on a perdu 7 casques bleus, ce qui est quand même exceptionnel. Et je pense que les auteurs de ces crimes contre les casques bleus doivent être recherchés, arrêtés. À commencer par lui. À commencer par lui. On sait où il est aujourd'hui? Oui, il est sur le territoire national, bon, mais très mobile parce qu'il sait qu'il est recherché. Et tous les auteurs de ces crimes contre les casques bleus doivent être recherchés, traduits devant la justice. Et tu le sais, Bozizé fait l'objet déjà depuis des années de sanctions, triple sanctions contre lui, sanctions de la part des Nations Unies, sanctions de la part des États-Unis, sanctions de la part de l'Union européenne. Et à son retour, tout le monde pensait qu'il revenait en homme de paix, mais il se conduit en homme de guerre pour déstabiliser son pays, un pays qu'il a dirigé pendant 10 ans. Je crois que c'est inacceptable. Il reste une menace aujourd'hui? Il reste une menace, je pense qu'il reste une menace, tout à fait. Il reste une menace, il ne veut pas du dialogue. Sont très largement affaiblis. Et je pense que c'est le moment aussi de discuter avec tous les autres qui s'étaient engagés dans la guerre et qui n'ont pas commis de crimes.
pour les ramener sur la voie de la raison et les ramener dans la Des groupes armés, donc. Des groupes armés. Ils doivent faire partie d'un nouveau dialogue dont a parlé le président Touadéra. Mais absolument certains qui n'ont pas commis de crimes de sang, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Certains qui sont restés dans cette CPC et qui veulent revenir à la raison, revenir à la paix. C'est le cas de beaucoup. C'est le cas de Bobo, c'est le cas de tant d'autres responsables. Hein. Et Bozizé, il ne faudrait pas discuter avec lui si on veut vraiment un dialogue, un vrai dialogue. Ce n'est pas la perspective pour l'instant. Je pense que Bozizé le sait, il sait ce qu'il a fait, il sait tout le tort qu'il a porté à son peuple, et je crois qu'il doit répondre de ses actes. Alors, vous avez parlé d'une coalition qui s'est mise en place. Donc, il y a les forces, les FACA, l'armée centrafricaine, et il y a aussi des Russes, des instructeurs selon Moscou, des mercenaires selon beaucoup. Il y a aussi des soldats rwandais qui ont été envoyés, et il y a un rapport très troublant qui est sorti il y a quelques semaines, un groupe d'experts des Nations Unies sur les mercenaires qui parle de graves violations de droits de l'homme, imputables à 3 sociétés russes qui emploient des mercenaires, c'est comme ça qu'ils sont... on parle de graves violations, hein, de tueries, de viols, de torture, et aussi de coordination entre eux et la MINUSCA, y compris vous directement. Ces accusations quand même très graves, parce qu'on estime en gros que l'ONU a travaillé avec des gens qui sont mercenaires et qui ont commis des violations très très graves. Alors, c'est des accusations auxquelles nous avons déjà répondu très clairement. J'aimerais bien que vous le fassiez. Et le dire très clairement, la MINUSCA n'a jamais, et je le répète, monté une opération conjointe avec des forces russes dont vous parlez. Jamais. Et vous êtes retrouvés sur le même terrain. Mais parce que justement, parce que nous sommes sur le terrain, quand ces forces nous trouvent sur le terrain, ça crée beaucoup de confusion. Les parlent de réunions de coordination, y compris certaines où vous étiez. Non, jamais. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est nous qui avons tenant compte un peu de la menace que constitue la multiplicité des forces sur le terrain, et forces qui n'ont pas le même mandat. Nous, on a un mandat que le Conseil de sécurité nous a donné, c'est très clair. Mais les mercenaires russes, non, on n'a pas le même mandat que les Russes, on n'a pas le même mandat que les Rwandais, on n'a même pas le même mandat que les forces armées centrafricaines. Nous avions pensé, au regard des risques graves de confrontation, parce que c'est tous des éléments armés, en tenue, en uniforme, au regard des risques, nous avions pensé qu'il fallait trouver un mécanisme d'information mutuelle, de coordination. Donc vous vous êtes vu avec eux? Et non. Et cette proposition, nous l'avons faite au président de la République. Moi-même, c'est moi-même qui l'ai faite au président de la République, au Premier ministre Rebada. Ils étaient convaincus que c'était une bonne approche. On a eu une première réunion sous la présidence du Premier ministre avec le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie et le chef d'état-major. Moi-même, j'ai été présent avec le force commandeur, le commandant de la force et le chef de la police. À cette première réunion, nous avons vu un monsieur qui était présent. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai demandé, on m'a expliqué qu'il était conseiller du président en matière de sécurité. C'est la première fois, monsieur Sagar, c'est la première fois que je le voyais. Après avoir fait 2 ans en Centrafrique, c'est la première fois que je le voyais. Mais c'est pas gênant pour vous de voir ces mercenaires? Je ne savais même pas qui était. On m'a dit qu'il est là en tant que conseiller du président. Et c'est terminé. Il n'est plus revenu à ces réunions parce que nous avons dit non, nous voulons travailler avec les Russes envoyés par le gouvernement russe, comme nous travaillons avec les Rwandais envoyés par le gouvernement rwandais. Et c'est ce mécanisme de coordination, c'est comme ça que nous le voulons. Et on a suspendu notre participation à ces réunions jusqu'à ce que le gouvernement décide de reconvoquer une réunion sans la présence de ce monsieur. Réunion qu'on a reprise il y a quelques semaines avant mon départ. Donc il n'y a jamais eu, et je peux le dire, jamais eu de réunion de coordination, de planification d'opérations conjointes. Nous sommes sur le même terrain d'opération, sur le même terrain d'opération. Mais c'est pas difficile pour l'ONU d'être avec des gens qui ont des contrats avec le gouvernement, dont certains sont un peu mystérieux. Vous savez, on est dans un pays quand même, un pays qui est souverain. Un pays qui peut faire appel à des pays amis dans le cadre de sa coopération. Nous n'avons rien à dire, nous n'ingérons pas dans les affaires internes de ce pays. Si le gouvernement souverain centrafricain décide de faire appel à des instituts russes ou à des Rwandais dans le cadre des opérations militaires qu'ils mènent sur le terrain, nous n'avons aucune objection à faire. Mais nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucune opération militaire conjointe entre les casques bleus et les autres forces qui sont venues dans le cadre d'accords bilatéraux. Je crois que je vais être très clair et on a répondu à cela. La confusion est vite faite. Je comprends qu'il y ait cette confusion qui est vite faite, mais je veux certifier très clairement ici qu'il n'y a jamais eu d'opération conjointe
avec les Russes ou avec les Rwandais qui sont venus au titre de la coopération bilatérale. Il n'y en a jamais eu. D'accord, mais l'offensive avec eux continue sur le terrain. Mais eux, ils sont sur le terrain, ils mènent leur offensive militaire. Ils mènent leur offensive militaire. C'est une bonne chose. Nous, on n'est pas en Centrafrique, je pense, pour la guerre. La mission des Nations Unies est une mission de paix, ce n'est pas une mission de guerre. Oui, mais vous venez de la renforcer singulièrement. Vous avez demandé et obtenu du Conseil de sécurité beaucoup plus de militaires, beaucoup plus de police. Est-ce que c'est pour montrer aux Centrafricains que vous vous attaquez vraiment enfin aux groupes armés? Mais pas enfin, nous ne sommes Parce que vous connaissez ces critiques, vous les entendez. La MINUSCA ne fait rien, les bras croisés, les groupes armés font ce qu'ils veulent. Parce que il y a une confusion sur la mission, sur le mandat, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est le mandat de la MINUSCA, y compris même certains officiels. Ils pensent que la MINUSCA est venue pour faire la guerre. Non, nous sommes une mission de paix. Nous avons un mandat de protection d'abord des populations civiles, d'appui à la restauration de l'autorité de l'État, d'accompagnement de l'État, de sécurisation de l'assistance humanitaire, extra. Mais là, vous amenez plus de soldats et plus de moyens. Parce que nous pensons qu'avec l'offensive qui s'est développée au mois de décembre, avec cette nouvelle coalition, avec de nouvelles forces, et avec des mercenaires parfois qui sont venus de pays voisins, certainement, qui sont à leur propre fait. Peut-être. De pays voisins. Ce n'est pas peut-être le fait du gouvernement lui-même, mais vous savez, dans ces conflits-là, il y a toujours des mercenaires, des gens qui se promènent à travers le monde pour être recrutés comme combattants, moyennant absolument un paiement, une rançon. Et donc, nous avons pensé qu'il nous fallait avoir davantage de force. Nous avons évalué que nos capacités étaient insuffisantes. Nous avons pensé qu'il nous fallait 2750 militaires supplémentaires, 940 policiers et gendarmes supplémentaires. Nous l'avons argumenté et le Conseil de sécurité a accepté, a considéré que notre argumentation était juste. Et le Conseil nous a suivis en nous octroyant ces forces. Nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de pays qui souhaiteraient envoyer des troupes. Les négociations sont en cours aujourd'hui entre le quartier général à New York et des pays qui sont susceptibles. Il faut aussi des hélicoptères d'attaque. Il nous faut des hélicoptères d'attaque qu'on n'a pas. Depuis 1 an et demi, l'aviation sénégalaise qui fournissait des hélicoptères d'attaque s'est retirée de la MINUSCA et on n'avait plus d'hélicoptères d'attaque. Et vous ne pouvez pas mener des opérations militaires terrestres si vous n'avez pas d'appui aérien. Et cela, nous allons l'avoir d'ici le mois de juin, parce que la Tunisie a accepté de mettre à la disposition des Nations Unies, de la MINUSCA, ces avions, ces hélicoptères d'attaque. Dernière question, Mankeur Ndiaye. Est-ce que le but, c'est, à travers ce renforcement de la MINUSCA, de reprendre totalement le contrôle du territoire d'ici quelques mois? L'objectif, c'est cela, sécuriser, mieux assurer la protection des populations civiles et surtout, assurer la sécurisation de l'approvisionnement du pays. Vous savez, il y a un corridor qui est essentiel, vital pour la Centrafrique. C'est le corridor Douala-Bangui. Tous les approvisionnements passent par ce corridor, qui a été attaqué par les rebelles. Et pendant des mois, Bangui est resté sans approvisionnement. Et l'incident, c'était la hausse vertigineuse des prix des denrées en République centrafricaine. Donc il y a un gros risque. C'est pourquoi nous allons mettre un bataillon à la disposition de la protection de ce corridor qui est vital pour la Centrafrique. Donc davantage de force pour mieux exécuter notre mandat de protection des populations civiles. Et c'est extrêmement important. Je pense que dans les prochains mois, ces forces vont commencer à être mises en place avec la MINUSCA. Et vous espérez qu'à travers le renforcement de la MINUSCA, l'offensive qui est en cours, le gouvernement central pourra enfin contrôler totalement son territoire d'ici quelques mois? Absolument. C'est notre objectif. Mankeur Ndiaye, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. Voilà, chers amis, malgré toutes les attaques informatiques de tous les cyberespions de la France-Afrique qui souffrent quand nous nous exprimons, alors que nous n'avons pas besoin de passer, nous, sur France 24 ou RFI pour être écoutés, eh bien, malgré toutes ces attaques, vous avez quand même pu écouter le premier axe de notre deuxième partie de conférence. Nous avons donné la parole à M. Mankeur Ndiaye. Il a parlé en long et en large, interrogé par Marc Perelman de la presse officielle française. J'espère que vous venez de suivre l'un des morceaux les plus confus de diplomatie internationale que vous ayez jamais entendu. J'espère que quand vous avez fini d'écouter Mankeur Ndiaye, vous ne savez plus où mettre de la tête. D'abord, son propos est troublant. Je vais reprendre l'intervention de ce monsieur-là sur cette chaîne en vous montrant à quel point c'est troublant. On va commencer par la toute première idée qui est défendue par Mankeur Ndiaye. En fait, quelle est la finalité de la MINUSCA? Quelle est la finalité de la MINUSCA?
Mankeur Ndiaye dit une chose et son contraire. Vous avez bien noté sur la finalité de la MINUSCA. La MINUSCA n'est pas là pour faire la guerre. Donc elle n'est pas là pour attaquer. Elle est là pour protéger la paix. Elle est là uniquement pour protéger les populations civiles. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, oui. Mais pourtant, Mankeur Ndiaye reconnaît que la MINUSCA demande l'augmentation de ses moyens militaires en hommes et que la MINUSCA demande qu'on lui donne quoi? Des hélicoptères d'attaque. Je recommence. Je vais vous prendre le type là, point par point, dans ce qu'il a dit. Pour que vous voyez qu'il s'agit d'un vrai serpent. 1. La MINUSCA n'est pas là pour faire la guerre. Donc elle n'est pas là pour combattre les rebelles qui fragilisent le Centrafrique, qui déchiquettent le Centrafrique. Ce n'est pas son rôle. La MINUSCA est uniquement là en tant que force de gendarmerie et de police. C'est tout, non? Elle est là pour être une force de paix qui se balade quand la paix règne. Mais la MINUSCA demande qu'on augmente ses troupes. Elle a 11 600 hommes. Elle veut passer à plus de 15 000 hommes, pratiquement. Et elle demande à avoir des hélicoptères d'attaque. Question. Si la MINUSCA est là uniquement comme une force des temps de paix, une force qui est là seulement pour faire la police quotidienne, pourquoi a-t-elle besoin d'hélicoptères d'attaque? Donc vous voyez, Mankeur Ndiaye est pris dans le sac du mensonge. D'une part, il dit qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre, et d'autre part, il essaie de justifier l'augmentation de ses moyens de guerre. Deuxième élément. Deuxième élément important. Mankeur Ndiaye dit quoi? Il dit qu'il est pour que Bozizé soit arrêté, qu'il soit jugé et puni. N'est-ce pas? Vous avez bien entendu ça? Mais le même Mankeur Ndiaye est pour que certains groupes armés de CPC soient réintégrés dans le jeu politique. Je reprends. Responsable de l'escalade actuelle, parce que c'est lui qui a réorganisé les forces de la rébellion et c'est lui qui attaque. C'est lui qui a organisé depuis le mois de décembre, eh bien, la guerre. C'est lui qui a provoqué la guerre. Ça, c'est ce que dit Mankeur Ndiaye. N'est-ce pas? Mais le même Mankeur Ndiaye dit que le jeu politique doit être ouvert de telle façon que le gouvernement discute avec certains groupes armés et forme même un gouvernement d'union nationale avec des groupes armés. Là, il y a un problème. Soit Bozizé est bien le patron des groupes armés qui ont attaqué le pays. Et le traitement réservé à Bozizé, qu'annonce M. Mankeur Ndiaye, doit être le traitement réservé à tous les groupes armés. Soit on considère qu'il y a des groupes armés qui sont des gentils. Et par conséquent, Bozizé est un gentil. Et donc, on nous ment quand on présente Bozizé comme étant le mauvais. Parce qu'en réalité, Bozizé n'est rien d'autre que une variable d'ajustement de la stratégie de la France-Afrique pour fragiliser le gouvernement Touadéra et contrôler le Centrafrique. Ça fait deux, n'est-ce pas? On ne peut pas d'un côté condamner Bozizé et de l'autre côté dire que Ali Darassa, dire que Nourdine Adam, dire que tel ou tel mouvement, quant à lui, est potable et acceptable. Non, c'est une stratégie. D'une certaine façon, Paris a joué la carte Bozizé, ça n'a pas marché, et Paris veut jouer une autre carte. Je recommence. Parce que les Africains ne sont pas peut-être habitués à cette lecture des jeux stratégiques. Ils ont joué la carte Bozizé. Décembre, janvier, l'armée française a facilité les mouvements de la rébellion. Les avions français ont survolé le Centrafrique, permettant à la rébellion d'avoir confiance d'attaquer Bangui. Bangui a été attaqué. Ce n'est pas la MINUSCA qui a défendu Bangui. Ce sont les FACA et leurs alliés russes et rwandais. D'accord? Si ce n'était que la MINUSCA de Mankeur Ndiaye, Bozizé aurait pris Bangui le 13 janvier 2021. Si ce n'était que la France, Bozizé, Yagouvonda François aurait pris Paris et aurait pris Bangui le 13 janvier 2021. Est-ce que c'est clair? Parce que nous sommes les spécialistes de cette affaire. Nous avons suivi les événements. L'armée française avait levé le pied. La MINUSCA avait levé le pied. Les forces qui ont défendu Bangui et organisé la remontada, ce sont les FACA du président Touadéra. Ce sont les forces russes et ce sont les forces rwandaises qui ont mené le combat et qui ont sévèrement taillé en pièces ceux qui ont attaqué Bangui. Donc, au moment où la France
à travers son représentant Mankeur Ndiaye, fait semblant d'abandonner Bozizé Yagouvonda François, c'est uniquement parce qu'il a échoué dans le plan qu'on lui avait confié. Il n'a pas fait le boulot, il n'a pas réussi. Alors qu'il avait juré, et on a retrouvé ses courriers de Bozizé. Bozizé a informé la France. Emmanuel Macron, Le Drian étaient tous au courant de toutes les opérations militaires que Bozizé devait mener. On a les courriers de Bozizé envoyés à sa hiérarchie française, tchadienne, congolaise et camerounaise pour les informer des opérations qu'il va mener. Bozizé agit avec la complicité du Tchad, du Centrafrique, du Congo-Brazzaville, la complicité du Cameroun et la complicité de la France. Je recommence. Et vous comprenez pourquoi ils font tout pour nous empêcher de nous exprimer sur les réseaux sociaux? Parce que nous révélons cela et nous l'expliquons logiquement. Nous l'expliquons logiquement aux Centrafricains et aux Africains. Bozizé a agi de décembre à janvier avec la complicité du Tchad, la complicité du Cameroun, la complicité du Congo-Brazzaville et la complicité de Paris. Une complicité, une complaisance et une solidarité active parce que les armes qu'il a, les armes de CPC sont des armes françaises. Ce ne sont pas des armes miraculeuses, comme dirait Aimé Césaire. Non, ce sont des armes qui leur ont été livrées à travers les États vassaux de Paris qui entourent le Centrafrique. Voilà la vérité. Donc, avançons encore. Maintenant, regardons les déclarations de M. Mankeur Ndiaye sur les Russes. Mankeur Ndiaye, d'un côté, nous dit ceci. Le gouvernement centrafricain, en tant que gouvernement légal et légitime du Centrafrique, a le droit, le gouvernement centrafricain a le droit de signer des conventions avec des pays comme la Russie, des pays comme le Rwanda, comme le Burundi. Dans le cadre de ces accords bilatéraux, le gouvernement centrafricain a le droit de s'organiser pour se défendre avec qui il veut. C'est un droit lié à la souveraineté politique. Mais pourtant, le même Mankeur Ndiaye, dans la même interview, traite les alliés russes, légaux et légitimes du gouvernement centrafricain, il les traite de mercenaires. Je recommence ma question. Au nom de quoi Mankeur Ndiaye, qui représente donc la MINUSCA, l'ONU, et on le sait très bien, la France, peut considérer que des gens qui sont en contrat légal et légitime avec le gouvernement centrafricain sont des mercenaires? Est-ce qu'un gouvernement n'a pas le droit? Est-ce qu'un gouvernement n'a pas le droit de signer des conventions avec des entreprises de sécurité? Est-ce que ces conventions ne sont pas légales? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est sur un terrain où il n'a pas la couverture de la légalité. Le gouvernement centrafricain du président Touadéra n'a pas caché ses alliés. Il dit, mes alliés sont les Russes et les Rwandais. Nous avons signé des accords de défense. Dans le cadre de ces accords de défense, il nous envoie des militaires, des instructeurs. Dans le cadre de ces accords de défense, il nous envoie des armes. Dans le cadre de ces accords de défense, ils combattent aux côtés de notre armée nationale. Où est le mercenariat dedans? C'est pas ça le mercenariat. Les Russes et les Rwandais qui combattent en Centrafrique, aux côtés du gouvernement, ce sont des forces alliées. Ce sont des alliés légaux et légitimes. Ce sont des alliés légaux et légitimes. Ce ne sont pas des mercenaires. Donc vous voyez dans la même bouche de Mankeur Ndiaye, d'un côté, il fait semblant de reconnaître la légitimité et la légalité du gouvernement Touadéra et de dire que l'ONU n'a pas à se mêler des contrats, des conventions, des accords de défense que signe le gouvernement Touadéra avec ses partenaires internationaux. Et puis de l'autre côté, il émet un jugement sur les partenaires officiels légaux et légitimes du gouvernement centrafricain, puisqu'il se permet, de traiter le conseiller spécial chargé de la sécurité du président centrafricain de mercenaires. Au nom de quoi Mankeur Ndiaye peut dire que Valéry Zakharov, qui est le conseiller spécial du président Touadéra, donc un officiel centrafricain, n'a pas le droit de participer à une réunion avec lui? Est-ce que c'est Ndiaye qui doit choisir les collaborateurs officiels du président centrafricain? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de mépris incarné par ce diplomate sénégalo-france-africain? Il prétend que la MINUSCA doit choisir parmi les représentants du gouvernement, centrafricain avec qui elle discute.
On doit choisir avec qui on discute. C'est-à-dire que la MINUSCA ne doit pas faire de réunion avec quelqu'un qui n'a pas été choisi par elle. My God. Zappa, Zambé, Anyambe. Ce n'est pas possible. C'est toi, Mankeur Ndiaye, qui vient à Bangui et tu dis au président Touadéra qui est-ce qu'il doit t'envoyer à une réunion pour représenter le gouvernement centrafricain. Valéry Zakharov est officiellement conseiller du président. Il n'a pas le droit de venir à une réunion représenter le gouvernement centrafricain alors qu'il est conseiller du président. C'est toi qui l'as recruté. C'est toi qui as signé son contrat. Toi, Mankeur Ndiaye, pour qui tu te prends? Et il ose dire ça. Il est sur France 24 devant Marc Perelman. Il pense qu'ils ont tous les droits sur l'Afrique. Ah oui. Et puis, vous voyez les questions de Marc Perelman. Marc Perelman, c'est une espèce de procureur. C'est le procureur du colon qui interroge le sous-fifre. Il interroge le nègre zombie. Il interroge le nègre soumis. Il interroge le nègre marchandise de Mankeur Ndiaye et lui demande de rendre compte de la mission qu'on lui a donnée. On lui dit, mais finalement, la mission qu'on vous a donnée, vous n'êtes pas en train de l'accomplir. Touadéra est de plus en plus fort. Et vous demandez qu'on vous augmente les moyens, mais Touadéra est en train d'être le plus fort. Touadéra, avec les Russes et les Rwandais, ce sont eux qui contrôlent la situation. Alors que c'est vous, MINUSCA, qui devriez contrôler la situation. On vous a donné les moyens pour ça. Maintenant, vous demandez même d'avoir 15 000 hommes. Vous demandez des hélicoptères d'attaque. Mais dis donc, Marc Perelman soumet Mankeur Ndiaye mais à un interrogatoire musclé. Vous nous dites, mais la France a veillé à vous donner les moyens de faire gagner Bozizé ou de faire gagner les groupes rebelles. Actuellement, c'est Touadéra avec les Russes et les Rwandais qui sont en train de gagner. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il est interviewé pour qu'on lui demande ça. Voilà ce qu'on lui demande. On lui ordonne de s'expliquer sur les victoires de Touadéra. Pourquoi Touadéra s'en sort-il? Pourquoi Touadéra s'en sort-il? Non, je ne peux laisser que la caméra de cette façon. Je dois laisser la caméra de cette façon parce que j'ai lancé en vertical, mes amis, sur YouTube. J'ai lancé la caméra en vertical, donc je ne peux pas l'inverser pendant l'émission, ça va troubler. Donc, essayez peut-être de m'écouter aussi, de me suivre aussi en vertical, ça ira mieux. Parce que moi-même, mon téléphone est placé en vertical. Donc, j'essaye de vous montrer les contradictions. Les Russes qui combattent en Centrafrique ne sont pas des mercenaires. Enlevez ça. Il s'agit d'alliés officiels, légaux et légitimes du président centrafricain, les alliés des forces armées centrafricaines. Les Rwandais qui combattent en Centrafrique aux côtés des FACA ne sont pas des mercenaires. Ils sont là dans le cadre des accords de défense et de coopération militaire entre la République centrafricaine et leur pays. Les mercenaires, c'est qui? Ce sont Bozizé et ses hommes, Ali Darassa et leurs hommes, Noureddin Adam et leurs hommes. Les mercenaires, c'est CPC. Tous ceux qui ont été emmenés sur le sol centrafricain par Bozizé, par Darassa, par Noureddin Adam et tous ces individus-là, tous ces grands bandits france-africains, ce sont eux les mercenaires. Les Russes qui sont là dans le cadre d'un accord diplomatique. Ce ne sont pas des mercenaires. Ils s'appellent des forces alliées. Des forces alliées. Donc, vous venez d'écouter. Mankeur Ndiaye, je viens de vous souligner 4 grandes contradictions de Mankeur Ndiaye. 1, sur les missions de l'ONU. On n'est pas venu combattre. Mais en même temps, il nous faut des hélicoptères d'attaque. On dit, ouais, dis donc. Tu ne veux pas combattre, mais tu veux les hélicoptères d'attaque. Donc, à quoi servent les hélicoptères d'attaque pour quelqu'un qui ne veut pas combattre? Vous dites, Bozizé, Bozizé, vraiment, il va payer pour ce qu'il a fait, mais il faut quand même discuter avec les groupes rebelles. Mais Bozizé aussi est rebelle. S'il faut discuter avec les groupes rebelles, alors il faut discuter avec Bozizé, puisqu'il est leur patron. Vous nous prenez pour des cons? Vous voulez infiltrer des mouvements rebelles à tout prix à Bangui pour préparer la bataille de Bangui à votre avantage avec le soutien de la puissance française? Ah oui, je le dis au gouvernement centrafricain. Il faut mettre même fin à cette histoire de discussion. Il ne faut même pas discuter avec eux. Il faut aller au bout de la victoire militaire. Je recommence. Frères du gouvernement centrafricain, sœurs du gouvernement centrafricain, peuple centrafricain, il ne faut même plus discuter. Si vous aviez prévu des histoires de on va tenir un forum, arrêtez ça. Ne perdez pas votre temps. L'ambassadeur
Vladimir Titorenko vous l'a dit. Il vous a dit, dialogue pour dialogue, ça ne sert à rien. Dialogue pour dialogue, c'est rien. Parce que ces gens, tout ce qu'ils veulent, c'est réussir à préparer de Bangui. Ils veulent à tout prix une revanche, parce que le 13 janvier, c'est l'humiliation de la France. Oui, la défaite de Bozizé, qui devait prendre Bangui, a été vécue par Paris comme une humiliation. Donc toute la colère qu'ils déversent sur Bozizé, elle est purement symbolique. Ils savent où le trouver. Mankeur Ndiaye sait où se trouve Bozizé. Bozizé circule entre le nord du Centrafrique et le Tchad, jusqu'à Moundou, où il a ses villas de repli, où il s'en va se ressourcer, manger, dormir, sous la protection de Déby. Avant, il allait jusqu'à Brazzaville. Parfois, il traversait même pour aller jusqu'à Yaoundé. Il s'est toujours promené chez les parrains de la France-Afrique sous-régionale sans problème. Et ce sont eux qui l'arment au nom de la France. Quand ce n'est même pas la France qui directement lui fait parvenir par parachutage le matériel militaire. De quoi parlez-vous? Qui voulez-vous tromper? Nous sommes en 2021, avril. C'est fini. Nous, les Africains, on voit clair dedans. Vous allez faire quoi? Vous nous bloquez sur Facebook. Vous bloquez là-bas. On sort toujours pour dire. Il y aura toujours des Franklin Yamsiwa Cameroun pour éclairer ce peuple. C'est terminé. Le temps du mensonge est passé. Donc, vous venez d'écouter Mankeur Ndiaye. Mais il y a un point sur lequel je veux insister maintenant. Vous savez, ce Mankeur Ndiaye, il est allé en Russie. Il est allé en Russie rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Et puis, sortant de cette rencontre avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, ce grand menteur, a dit qu'il a discuté du problème des mercenaires russes et qu'il a fait part des observations des mercenaires des Nations Unies à propos de ces mercenaires russes. Et qu'il a fait part vraiment de ses préoccupations au ministre russe des Affaires étrangères. Vous voyez comment ce gars-là a un gros cœur? Il ment. Il ment d'autant plus que quand il a fait son interview sur RFI pour dire que, parce que ça, il rendait compte à la France, puisqu'il doit rendre compte à la France du fait qu'il se bat pour les intérêts de la France, il a prétendu qu'il allait menacer en plein Moscou le ministre russe des Affaires étrangères à propos des mercenaires russes en Centrafrique. Alors là, sa bête noire à Bangui, à savoir le conseiller Valéry Zakharov, a fait une sortie lumineuse qui ne doit pas vous avoir échappé. Et je vais vous montrer les conclusions de cette sortie. Je vais sur la page de M. Valéry Zakharov, conseiller du président centrafricain pour la sécurité nationale. Voici ce que Valéry Zakharov a dit. Les déclarations de M. Ndiaye sont fausses et n'ont aucune réalité. Ça, c'est d'abord la première déclaration de Valéry Zakharov. Les déclarations de M. Ndiaye sont fausses et n'ont aucune réalité. Deuxième déclaration, Valéry Zakharov a mis une deuxième couche. Ça, c'était quand? C'était le 9 avril passé. J'ai contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour discuter des propos faits aujourd'hui par M. Ndiaye. M. Verchinin m'a fait savoir que les crimes qui auraient été commis par les instructeurs russes ne faisaient pas l'objet de son échange avec le chef de la MINUSCA. Autrement dit, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé au conseiller du président centrafricain Valéry Zakharov que jamais, jamais et jamais Mankeur Ndiaye n'est venu se plaindre de la présence russe en Centrafrique à Moscou. Mankeur Ndiaye n'a pas pour ainsi dire les couilles de se mettre devant le ministre russe des Affaires étrangères ou son adjoint pour dire « Bon, en tant que représentant de l'ONU en Centrafrique, je viens vous prévenir, les troupes russes en Centrafrique commettent des exactions et je voudrais que vous vous expliquiez là-dessus. » Mankeur Ndiaye ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire, et surtout pas à Moscou. Il serait emballé dans le premier avion et rembarré immédiatement par les autorités russes. Donc, il a été pris en flagrant délit de mensonge. Non seulement il n'a pas osé critiquer la présence russe en Centrafrique quand il allait en Russie, mais en plus, quand il vient devant la presse française pour mentir et donner l'impression qu'il a accompli sa mission, il a été pris la main dans le sac. Le conseiller du président centrafricain est sorti pour dire qu'il ment.
Je viens d'avoir en direct, et il a publié l'information, je viens d'avoir en direct le ministère russe des Affaires étrangères. Mankeur Ndiaye n'a pas osé parler des troupes russes là-bas. Voilà pourquoi cette conférence a été intitulée Centrafrique, Mankeur Ndiaye dans la tourmente. Et vous comprenez pourquoi c'est l'une des conférences les plus attaquées de la journée. Parce qu'il fallait que je vous décrypte cela et que je vous montre que ce monsieur est le représentant du néocolonialisme français en Centrafrique. Et même si vous disiez qu'il est le représentant de l'ONU, comme c'est la France qui est le penholder, le tenant du crayon, pour ce qui concerne l'Afrique francophone, vous savez donc que ce monsieur est le représentant de la France. Puisque je vous ai expliqué l'équilibre des rapports de force à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies et de l'ancienne Société des Nations, depuis le partage de Berlin en 1884-1885. Mankeur Ndiaye est un menteur. Il n'y a pas de mercenaires russes en Centrafrique. Écrivez ça sous les vidéos. Il y a des forces alliées du gouvernement centrafricain, gouvernement légal et légitime. Ce sont des forces russes et ce sont des forces rwandaises, qui sont les alliés étroits des forces armées centrafricaines. Et ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de mercenaires russes. Il n'y a pas de société Wagner. Il n'y a pas de compagnie Wagner en Centrafrique. C'est faux. Il y a des alliés officiels du gouvernement légal et légitime du Centrafrique. C'est terminé. Est-ce que quand la France signe des contrats avec des sociétés étrangères, est-ce que le gouvernement centrafricain a quelque chose à y dire? Non. Donc quand le Centrafrique signe des contrats avec des sociétés étrangères ou avec des États étrangers, est-ce que la France a quelque chose à y dire? Non. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, passons à la dernière partie et on va conclure. Troisième partie de cette conférence. L'une des conférences les plus attaquées sur la Terre ce jour. Parce que les gens ne veulent pas que nous établissions des liens qui libèrent. Les événements centrafricains montrent l'éveil du peuple centrafricain. Il y a eu une manifestation au stade de 20 000 places. Je pense hier 12 avril. Et les plaques, les pancartes affichées par les manifestants montrent la prise de conscience du peuple centrafricain. Il faut saluer le peuple centrafricain. Il faut applaudir le peuple centrafricain. Il faut encourager le peuple centrafricain. Il faut aider le peuple centrafricain. Pour cela, nous devons maîtriser un certain nombre d'éléments de langage. N'écrivons plus jamais sur aucune de nos pages Facebook, YouTube, Twitter, mercenaires russes en Centrafrique. Ça n'existe pas. Partout où quelqu'un va dire mercenaires russes centrafricains, vous dites non. Il s'agit de forces alliées du peuple, du gouvernement et de l'armée centrafricaine. Les Russes en Centrafrique sont des alliés légaux et légitimes du peuple, du gouvernement centrafricain. Deuxièmement, Mankeur Ndiaye dit qu'ils sont en train de discuter à l'ONU de la composition des 3000 hommes qu'ils vont envoyer en Centrafrique. J'appelle le gouvernement centrafricain à faire une sortie ferme pour dire officiellement ceci. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un soldat qui va mettre les pieds en Centrafrique si le gouvernement centrafricain n'a pas au préalable validé. Mankeur Ndiaye dit que ça va se décider à New York. Le gouvernement centrafricain doit dire que ça va se décider ici à Bangui. Mankeur Ndiaye dit on a déjà trouvé un accord avec la Tunisie. La Tunisie va envoyer des hélicoptères de combat. Le gouvernement centrafricain doit dire ce qu'il a déjà dit. Les seuls hélicoptères de combat qui vont opérer en Centrafrique sont russes. Et on ne veut rien voir d'autre. Je recommence. Là maintenant, le gouvernement centrafricain doit sortir aussi. Encore plus en première ligne. Premièrement, pour dire, pas un soldat de la MINUSCA de plus que nous n'autorisions. 2. Nous avons dit que pour tout ce qui concerne l'aviation, la Tunisie, c'est un pays sous influence française. On ne peut pas accepter que les hélicoptères tunisiens viennent planer sur le Centrafrique. Parce que ça sont des hélicoptères français. Je recommence. Mankeur Ndiaye révèle qu'on veut envoyer des hélicoptères d'attaque tunisiens qui vont travailler pour l'ONU. C'est faux. Ils vont travailler pour les intérêts français. Donc nous nous opposons fermement. Et nous disons aux Tunisiens, nous ne voulons pas voir vos hélicoptères en Centrafrique. On ne peut pas vous voir là-bas. Et nous demandons au peuple tunisien de dire au gouvernement tunisien de garder ces hélicoptères. On ne veut pas le voir.
Ils ont des problèmes en Tunisie, qu'ils règlent leurs problèmes. On ne veut pas les voir là-bas. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères a été très précise à l'ONU. Elle avait déjà précisé que s'il y a des moyens aériens qui doivent être déployés dans le cadre de la MINUSCA, il faut que ce soit des moyens russes. Et il y a une disponibilité russe à fournir les moyens. Il n'y aura pas d'autres hélicoptères de combat dans le ciel centrafricain, si ce ne sont ceux que le gouvernement centrafricain a autorisés, c'est-à-dire les hélicoptères russes. Point. Si vous, Tunisiens, vous envoyez vos hélicoptères de combat sur le ciel centrafricain, ce sera une provocation. Et le peuple centrafricain, l'armée centrafricaine, le gouvernement centrafricain se défendront vaillamment avec leurs alliés russes et rwandais contre vous. Je recommence parce que moi je vois. On dit c'est en juin, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Je continue ma troisième partie. La conférence y est comme de l'eau bénite. Quand je déverse ces paroles sur ces gens-là, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. C'est ce que j'appelais ce matin la méthode du Tungul Tore. Tungul, en bas, ça veut dire trouble-les. Et Tore, ça veut dire réveille-les. Voilà un exemple de ce qu'on appelle la méthode du Tungul Tore. Je vous ai déjà parlé avant de la méthode du Temnigné, retour à l'envoyeur. Là, je vous parle d'une nouvelle loi que les initiés de ma langue maternelle, le Bassa, connaissent, le Tungul Tore, trouble et réveil. Donc, voilà des gens là qui veulent nous envoyer des hélicoptères français de combat sous couvert de la Tunisie. On ne veut pas voir la Tunisie en Centrafrique. On ne veut voir aucun pays d'Afrique francophone non choisi par le gouvernement rwandais. Aucun. On ne veut pas voir le Cameroun là-bas. On ne veut plus les voir. On ne veut pas voir le Tchad. On ne veut pas voir la Côte d'Ivoire. On ne veut pas voir le Sénégal. On ne veut pas voir la Tunisie. On ne veut pas voir l'Algérie. On ne veut voir aucun pays d'Afrique francophone encore s'ajouter. Ouin na ouin. Guy ouin na ouin. Bon, donc, centrafricains, vous êtes sur les réseaux sociaux, avertissez déjà les Tunisiens que Mankeur Ndiaye dit qu'ils vont envoyer leurs hélicoptères de combat sur la terre d'Afrique centrale, qu'on ne veut pas les voir. Montez sur les réseaux sociaux, allez sur la page du gouvernement tunisien, faites des commentaires pour dire Mankeur Ndiaye, le représentant de l'ONU en Centrafrique, dit que vous allez envoyer des hélicoptères sur notre pays, dans notre pays. Nous disons non. Nous, peuple centrafricain, n'attendez même pas le gouvernement. Dites déjà non. Allez leur dire ça. Et moi, je donne cette conférence aujourd'hui pour vous dire où est-ce qu'il faut aller parler. Je suis toujours dans la troisième et dernière partie. Le peuple centrafricain doit appeler, comme il a commencé à le faire, au départ rapide de la MINUSCA. Départ rapide. Mankeur Ndiaye et toute sa bande doivent quitter ce sol. Et pour cela, il faut que les alliés russes et rwandais augmentent leurs effectifs. Encore plus. Il faut une augmentation massive des effectifs alliés sur le sol centrafricain. À la demande du gouvernement légal et légitime. Ensuite, le peuple centrafricain doit commencer à dire à son gouvernement, demander à l'armée française de rentrer chez elle. Je l'ai déjà dit, l'armée française doit quitter l'Afrique francophone. Je recommence. L'armée française doit quitter l'Afrique francophone. Parce que c'est une armée au service d'intérêts anti-africains. C'est une armée néocoloniale. Toutes les bases militaires françaises doivent être démantelées. Et justement pour se préparer à l'offensive que la France-Afrique va mener, il faut que les alliés russes et rwandais se renforcent et que l'accélération de la formation de l'armée centrafricaine soit faite. Parce qu'à terme, le Centrafrique doit être uniquement et étroitement tenu par l'armée centrafricaine. Je continue. Le gouvernement a été reconduit, le président Touadéra a été reconduit à la tête du Centrafrique pour un nouveau mandat de 5 ans. Mais, monsieur le président, vous voyez très bien la configuration de haine, la configuration destructrice que la France construit autour de vous. N'attendez plus rien de Paris. Donc, franchissez pour le développement de la RCA, franchissez le Rubicon. Sortez de cette monnaie de merde qu'on appelle franc CFA. Sortez du franc CFA. Demandez de toute urgence à vos alliés russes et rwandais qui ont une expertise
en matière de pilotage monétaire, de vous aider à constituer votre monnaie. Mankeur Ndiaye a dit que le Centrafrique est dépendant de la voie du Cameroun. Mettez en œuvre d'ores et déjà le renforcement du corridor qui passe par le Soudan, qui traverse l'Amdafok et qui a été fortement souligné par l'ambassadeur Vladimir Titorenko, que je salue. Il faut mettre en œuvre ce corridor. Il y a une urgence pour ne pas dépendre de la voie du Cameroun. Il y a urgence. Le développement de la République centrafricaine passe par la sortie de la dépendance envers la France-Afrique, c'est-à-dire de la dépendance envers le Cameroun. Il y a la dépendance envers le Gabon, le Congo, le Tchad. Il faut construire absolument cet équilibre. Oui. Donc, Mankeur Ndiaye est venu avouer qu'il participe d'une stratégie de paralysie. Et ceci, je vous l'ai révélé depuis longtemps. Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui que je ne vous ai dit? Ne vous avais-je pas dit que ça se passerait comme ça? Ne vous avais-je pas dit que cela se passerait comme ça? Donc, chers amis, voilà, l'objectif de cette conférence était de démystifier un monsieur qui s'appelle Mankeur Ndiaye. Et puis de souligner le fait qu'il ne faut pas que nous reculions. Nous, les intellectuels engagés, les serviteurs du peuple africain, il ne faut pas que nous reculions. Nous sommes dans une grande époque de répression. Aujourd'hui, quand vous critiquez un fonctionnaire de l'ONU, à la limite, on veut vous traiter de terroriste. Là, je viens de faire une émission pour critiquer Mankeur Ndiaye. Certains vont essayer de faire des notes et des comptes rendus dans des officines gouvernementales pour dire que ma conférence est un appel à la violence. Ah, ma conférence est un appel au meurtre. Ah, ma conférence... Il n'en est rien. Il s'agit d'appeler au respect de la souveraineté des peuples africains. Il s'agit d'appeler les peuples africains, les gouvernements et les armées africaines à assumer leurs fonctions régaliennes. Il s'agit d'appeler les Africains et les Africaines conscients à s'unir comme un seul homme pour émanciper le continent. Pour que ce continent ne soit plus un continent de zombies, un continent d'êtres soumis, un continent de personnes marchandises. Ce qu'il est malheureusement depuis au moins 500 ans. Telle est ma mission. Et je la poursuivrai contre vents et marées. Et je vous invite à poursuivre la vôtre, à poursuivre cet objectif noble contre vents et marées. Nous devons vaincre la censure qu'ils veulent nous imposer. Nous devons vaincre toutes les forces qu'ils mobilisent pour nous étouffer, pour nous présenter comme des racistes, alors que nous sommes des humanistes, des spiritualistes. Nous sommes des amoureux de l'humain, du divin en l'homme. Nous sommes au service du Très-Haut, de ce que l'homme a de plus noble. Voilà ce qui nous anime et ce qui nous obnubile. Et nous sommes tellement confiants et tellement joyeux dans ce chemin, car c'est celui que nous avons choisi depuis maintenant près de 40 ans de notre vie. Chemin de vérité et de justice. Le juste peut tomber, le juste peut trébucher, mais il se relève toujours et il continue, car il n'échoue jamais, il apprend toujours. Donc, Mankeur Ndiaye est un menteur, c'est un imposteur, c'est un filou, c'est un voyou de la France-Afrique. Je recommence. Mankeur Ndiaye est un filou, c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un voyou de la France-Afrique. Le peuple centrafricain a raison de le dénoncer comme tel. Et le peuple centrafricain a raison de demander le départ de la MINUSCA, le départ de l'armée française, la fin du franc CFA, le développement de la République centrafricaine par une stratégie endocentrée, le renforcement des alliances de la République centrafricaine avec ses vrais alliés. Et ça, c'est vrai. Que cela leur plaise ou que cela leur déplaise. Cela est vrai et cela est juste. Et malgré tout ce qu'ils ont fait pour que je ne le dise point, vous voyez, finalement, je l'ai dit. Et le peuple africain va l'entendre. Le peuple centrafricain qui nous fait honneur, ce peuple l'entend bien. Voilà. Alors, nous parlerons demain ou après-demain du fameux marécage débile du Tchad.
qui est lui aussi en transe. Le marécage débile du Tchad. J'imagine que vous imaginez qui c'est. Il sera l'objet d'une conférence demain ou après-demain. Pour ce soir, si nous en avons l'énergie à 21 h, nous allons prendre acte de l'évolution rapide de la situation en Côte d'Ivoire avec des révélations apocalyptiques sur le grand escroc politique d'Alassane Dramane Ouattara. Chers amis, vous avez été courageux, vous avez été teigneux, vous avez été persévérants et nous sommes allés au bout de notre conférence. Nous avons dit ce que nous voulions dire. Que cela déplaise ou que cela plaise, ce qui est dit est dit. Et quand ce qui est dit est juste, il n'y a même pas de problème. C'est l'homme qui a peur, sinon pour nous, il n'y a rien. On avance dans la mission d'éveil. On avance dans la libération de l'Afrique. Bara Aïta, B Africa. Baramo mingi. Singila mingi. Singila mingi. Merci à tous. Merci. Merci. Courage au peuple centrafricain. Allez, bonne suite de journée. Portez-vous bien. Portez-vous bien, mes amis. Portez-vous bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple centrafricain. Merci à tous.